Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes lundi 14 octobre 2024. Nous sommes en direct sur l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans le débat. Vous le savez, depuis le 2 octobre 2024, les associations syndicales étudiantines en Côte d'Ivoire sont interdites d'activité à titre conservatoire sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, des interrogations naissent sur l'avenir des mouvements étudiantins en Côte d'Ivoire. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau ce soir Erzan Kanga Marcel, le secrétaire général de l'UMES, qui est l'Union des mouvements étudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi sur ce plateau Kwame Kofi Roger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Senamesi, qui est la Chambre nationale des associations et mouvements étudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi le président de l'Organisation des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. D'un moment à l'autre, nous serons rejoints par le secrétaire général national de l'AGC, l'Association générale des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, nous vous avons fait appel ce soir pour vous entendre sur cette question d'interdiction de toutes vos activités sur tout le territoire ivoirien. C'est une décision, vous le savez, qui a été prononcée il y a de cela quelques semaines par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui justifie cette décision par sa volonté de rétablir de l'ordre pour garantir la sécurité des étudiants, assurer un climat de paix, de tranquillité dans nos espaces universitaires. Comment vous réagissez à cette décision? Comment vous analysez ces raisons qui ont été évoquées par le gouvernement? Kofi. Merci beaucoup, M. Khalil. Merci pour l'occasion que vous nous donnez, encore une fois, puisque c'est ma deuxième participation à votre plateau, de pouvoir nous prononcer sur la situation dans les universités de Côte d'Ivoire à l'issue de l'assassinat de l'étudiant Agui Mac-Aubin, dit le général Saucier, sur les questions qui touchent aujourd'hui la vie des organisations étudiantines à caractère syndical. Il faut dire que nous avons tous appris le communiqué le 2 octobre dernier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et cela est relatif à, comme je viens de le signifier tout à l'heure, au décès de l'étudiant Agui Mac-Aubin, qui est lié à un cas d'assassinat sur l'espace universitaire. Et je pense que, étant donné que ce n'était pas le premier cas d'assassinat sur l'espace universitaire et que c'était une situation qui progressivement a contribué à la dégradation de l'image du système de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, dans le feu de l'action, le gouvernement a pris des mesures à l'effet de réguler un peu la vie et je dirais le fonctionnement de nos universités. Donc nous recevons cette interdiction qui était d'abord une suspension, après ça a basculé à une interdiction à titre conservatoire. Donc nous l'avons reçue dans le souci de voir les choses, de voir comment les choses vont avancer et comment est-ce que nos universités vont pouvoir sortir de cette crise. On prend un temps d'observation et nous suivons de près l'évolution du dossier pour voir comment est-ce que la suite sera gérée. Voilà, donc c'est ce que je veux dire d'entrée de jeu. Après, je pourrai en tout cas m'exprimer sur ce que je pense de cette généralisation de la mesure ou bien de l'interdiction. Merci beaucoup, M. Alors, Erzan Kanga, alors, est-ce que vous avez vu venir cette mesure d'interdiction à titre conservatoire de vos activités? Est-ce que c'était quelque chose d'inévitable selon vous? Merci, M. Khalil. À mon avis, on n'a pas vu ça venir parce que nous, on a estimé que l'État, à un moment donné, il y a eu des laissés-aller. Voilà. Et quand il y a des laissés-aller, on se retrouve à cette situation. Quand vous dites qu'il y a eu des laissés-aller, qui est à l'origine de ces laissés-aller et c'était concrètement quoi? Oui, plusieurs. Il veut dire que des années antérieures, il y a eu plusieurs activités
illégales qui sortent du cadre des activités des étudiants. Hein, les responsables d'organisation, quand on crée une organisation, l'objectif clé, c'est de lutter pour les intérêts des élèves et étudiants. Mais à un moment donné, quand on sort du cadre, il fallait que l'État essaie de faire tout son possible pour pouvoir mettre les choses sur le chemin. Beaucoup de choses ont été laissées aller et on se retrouve à une telle situation. Voilà. Bon, la suspension en ce qui concerne les organisations, pour ma part, est due à plusieurs faits. Voilà. Les facteurs, on peut citer entre autres, les facteurs peuvent être politiques, sociaux du moins, ensuite économiques. Mais moi, je préfère m'attarder sur le côté social. Voilà. Étant donné que le côté social, c'est lorsqu'une organisation ou une association a des activités ou met des activités et cela engendre des violences, des destructions ou ce qui va en contre de la sécurité des personnes et des biens, bien évidemment, qu'on se retrouve à une telle situation, l'État est amené à mettre de l'ordre au niveau alors, à vous entendre parler, monsieur, j'ai l'impression que vous applaudissez des deux mains cette mesure d'interdiction de vos activités. C'est bien cela? Est-ce que je me trompe? Non, je ne pense pas que nous applaudissons des deux mains la mesure d'interdiction de nos activités. S'il faut créer nos organisations pour que nous attendions une mesure d'interdiction, en ce moment, pourquoi est-ce que nous sommes venus à la tête de ces organisations? Ce serait une haute trahison vis-à-vis de la communauté estudiantine que nous défendons. Nous n'applaudissons pas des deux mains, mais nous disons que on a fait un constat. On a fait un constat sur l'espace universitaire qui est que depuis un certain nombre d'années, il y a des crises répétitives et qui sont liées à des violences et qui aboutissent le plus souvent de façon vraiment déplorable à des assassinats sommaires. Et il est important de reconnaître que toute l'opinion publique ivoirienne se lassait de toute cette violence en milieu universitaire et surtout en milieu estudiantin, y compris les organisations estudiantines elles-mêmes, parce que ça ne fait pas une bonne image, ça ne fait pas une bonne publicité, non seulement de nos universités, de nos diplômes, et nous-mêmes en tant que jeunes de la société, on n'est pas l'image de l'étudiant des années 90 qui faisait rêver à 2024, aujourd'hui, c'est la raillerie. Est-ce que vous voyez un peu? Mais qu'est-ce que nous, on met en place pour qu'on puisse rétablir l'image de l'étudiant? Ce n'est pas en contribuant de génération en génération, ou bien en perpétuant les mêmes pratiques qui ont détérioré notre image qu'on va arriver là. Donc nous, on estime que ce qui est arrivé est le corollaire d'un certain nombre de pratiques qui a duré dans le temps. C'est ce qui a poussé le gouvernement à prendre des décisions. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme si le gouvernement attendait l'occasion pour la sentence collective. Sinon, quand on évoque la question de la sentence collective, ça veut dire qu'à quelque part, on n'est pas forcément d'accord avec la mesure dans tout son ensemble. Alors, vous êtes d'accord qu'on interdise la structure qui est à l'origine de tout ce qu'on constate actuellement, mais vous ne voulez pas que ça soit une interdiction générale qui touche à tout le monde. C'est cela? Oui, je dirais peut-être que je vais dans votre sens. Voilà, étant donné que moi, j'estime que chaque organisation est autonome. Voilà, et donc, quand une erreur est commise par une organisation, il fallait d'abord qu'on se saisisse de la question et qu'on règle ou on essaie d'aller un peu plus en profondeur pour savoir les raisons qui ont amené à cela. Et après, il faut responsabiliser, il faut situer les responsabilités. Voilà, mais de là à généraliser tout l'ensemble des organisations estudiantines, bon, moi particulièrement, ça me pose problème. Voilà, j'aurais bien voulu que l'État ou le gouvernement essaie de se concentrer sur la question. Dieu merci, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Et donc, c'est tellement clair, l'État devait se saisir de la question et régler le problème au plus tôt possible que de s'apitoyer sur toute l'organisation. Et là, vous vous désolidarisez de la structure, on dit la FESI, qui est à l'origine de tout ça, c'est ça? Non, bon, je réponds pas du tout. Moi, je dis que chaque organisation est autonome. Mais ça n'a rien à voir. Si on arrête des personnes, on les juge, ça ne veut pas dire que c'est la FESI qui a un problème particulier
avec l'État ou avec les institutions universitaires, pas du tout. Voilà, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Donc ces personnes, si des personnes ont commis une erreur, bien évidemment que l'État agisse à ce niveau. Donc la FESI, ça, c'est pas un problème. Alors le problème, il est où alors? Lorsque on généralise la mesure, le problème, il est où concrètement, selon vous? Bon, moi, un peu à une différence près de ce que disait le national, le camarade Ezan. Pour moi, quand vous parlez de désolidariser, mais quand la FESI posait ses pas, la FESI ne nous a pas faussement avisé. C'est en toute responsabilité et en toute autonomie que la FESI, ce ne sont pas des éléments, c'est-à-dire que des éléments au bas de l'échelle qui ont été pris. C'est le sommet de la FESI qui a été pris, qui selon les communiqués officiels auxquels on a eu accès du procureur de la République, c'est le sommet de la FESI qui est impliqué dans cette affaire. Et quand le sommet de la FESI est impliqué dans cette affaire, mais la FESI, c'est vrai que c'est un organisme, c'est une personne morale, mais la personne morale est animée par des personnes physiques. Voilà, donc ce sont les personnes physiques qui donnent sens à la personne morale. Une fois qu'on enlève les personnes physiques, la personne morale n'a plus véritablement de vie, véritablement dans la société. Voilà, donc si la FESI est touchée par un cas d'extrême gravité, je pense que, à la différence, peut-être que je n'aurais pas voulu une interdiction comme cela a été fait, j'aurais voulu que ce soit la suspension des activités à titre conservatoire ou à titre provisoire, comme ça a été dit dans le truc. Mais qu'on permette aux autres organisations de commettre elles aussi leurs erreurs, je ne dis pas qu'il faut les erreurs doivent devenir la vocation ou bien la quête des organisations, mais qu'on permette à chaque organisation de prouver qu'elle mérite de toujours fonctionner, ou bien qu'elle doit suivre les organisations qui ont emprunté la voie, qui, à la lumière des lois de la République, ne favorisent plus leur fonctionnement, qu'on permette aux autres organisations de pouvoir faire leurs preuves en ce moment. On prend des décisions. Mais l'OEBCI, par exemple, qui n'est impliqué dans aucun cas d'altercation, parce qu'il y a une situation au niveau de la FESI et de ses militants, l'OEBCI qui n'est impliqué dans aucun cas d'altercation est interdite de mener ses activités. Mais cette mesure, oui, nous sommes d'accord que l'État va mettre de l'ordre et l'État veut faire en sorte qu'il puisse maîtriser la situation. Mais à la base, c'est fondé sur quel principe du droit? C'est là le problème. C'est fondé sur quel principe du droit? Mais comme on est dans une situation exceptionnelle, il ne faudrait pas tirer trop sur la corde pour ne pas qu'on puisse véritablement savoir où on va. Juridiquement, pour vous, c'est une décision illégale? Non, pas illégale, mais impertinente. Parce qu'une fois que c'est une décision qui est prise par les autorités et qui respecte un certain nombre de dispositions liées à la loi, c'est une décision qui est légale. Mais est-ce qu'elle est légitime? Là, est-il sa légitimité du fait que, ou bien son illégitimité du fait que cette mesure qui est collective, alors que la responsabilité pénale est individuelle, elle devient impertinente. Elle devient pertinente. Donc, pour mieux traiter le problème, il faut circonscrire les éléments à traiter. Maintenant, quand on généralise, finalement, ça prête à confusion et ça prête à intention. D'accord. Alors, Général Kanga, est-ce que avant que cette décision ne soit prise, il y a eu des concertations entre le gouvernement et vous, association syndicale estudiantine? Non, pas du tout. Je pense que nous l'avons appris sur les réseaux sociaux. Voilà, étant donné qu'il y a un cadre de dialogue permanent avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui réunit toutes les organisations estudiantines. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Voilà, cela nous a été imposé et donc on se retrouve face à une telle situation. Voilà. Cela vous a été donc il fallait avoir une rencontre pour qu'on vous explique un peu les raisons qui allaient les pousser à prendre cette décision et ensemble vous alliez les analyser pour voir si c'est une mesure qu'on peut prendre ou pas. Effectivement, c'est ce que nous déplorons parce que nous sommes dans une sorte de partenariat. Avec le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire éducation, formation. Et donc, quand un cadre est créé pour échanger de ces questions, et malheureusement, le cadre qui sert à cela n'a pas été convoqué.
et nous retrouvons une telle situation, vraiment c'est déplorable. C'est déplorable en tant que responsable d'association. Est-ce que depuis lors, il y a eu des échanges, des concertations entre le gouvernement et vous, depuis cette suspension? Non, malheureusement non. Mais c'est en ce moment que les organisations telles que l'EBCI sentent se sentent dans un sentiment de trahison. Est-ce que vous voyez que trahison d'abandon vis-à-vis de... Par qui? Abandonné par qui? Par le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous sommes dans un cadre permanent de dialogue, dans un comité permanent de dialogue qui a favorisé une atmosphère de paix. Et c'est cette atmosphère de paix qui a permis au ministre Adama Diawara de pouvoir engranger tous les bons résultats qu'on peut mettre à son actif aujourd'hui. Donc quand des organisations ont contribué à un climat de paix qui a permis à ce qu'on puisse avoir, mine de rien, quelques résultats significatifs qu'on peut mettre à l'actif de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, lorsque il y a, au nom de cette organisation, il y en a une qui a posé un pas qui est d'une extrême gravité, on ne sanctionne pas tout le monde par devoir de reconnaissance vis-à-vis de ce que les autres ont pu apporter collectivement pour qu'on puisse avoir quelques résultats significatifs qu'on n'avait pas forcément dans les années antérieures. D'accord, alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Diaby Mohamed Lamine, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le secrétaire général national de l'AGESIS, qui est l'association générale des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Merci d'être présent sur notre plateau. Alors déjà, quelles sont vos premières impressions sur cette mesure d'interdiction à titre conservatoire de vos activités sur l'espace universitaire? D'accord, merci monsieur. Alors, par définition, une mesure conservatoire est prise dans un cadre judiciaire pour des enquêtes sur, je veux dire, un fait donné. Voilà. Et il se trouve que toutes les organisations ne sont pas concernées par ce fait-là. Donc, cette mesure vient comme un coup de massue sur l'ensemble des organisations estudiantines et qui vient vraiment enfreindre à notre, qu'on appelle, droit à la liberté. Voilà, donc vraiment c'est une mesure que l'AGESI déplore, qui n'est pas opportune ou que l'AGESI considère comme une fuite en avant. Alors voilà. Il y a Kanga Roger qui disait que il a l'impression que son organisation, parlant de son organisation qui est l'EBCI, a été trahie, abandonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que vous avez la même impression pour ce qui est de votre organisation, l'AGESI? D'accord. Il faut dire que cette mesure n'émane pas seulement que du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, moi, je vais dire l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Cette mesure est prise parce qu'il y a eu des violences, des crimes en milieu universitaire. Il se trouve que nous-mêmes, autres organisations, nous sommes victimes souvent de ces violences-là. Alors, comment on peut mettre le bourreau ou les bourreaux et les victimes dans le même panier? Donc, vraiment, une question... S'il y a violence, vous dites que vous êtes souvent victime de ces violences. Alors, je pense que la mesure, elle est la bienvenue parce que ça va vous permettre d'avoir un climat de paix et de sécurité. Ah, mais l'objectif de cette mesure, je pense que c'est d'extirper la violence du milieu universitaire et non de limiter les libertés individuelles et collectives ou démocratiques. Voilà. Donc, cette mesure, pour moi, est un tant soit peu liberticide. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de couper la tête pour guérir le mal des têtes. Voilà, donc vraiment, c'est à travers cette image que j'ai défini un peu cette mesure. D'accord. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas eu à échanger avec les autorités depuis cette suspension pour ce qui est de votre organisation? Non, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas été associés à une quelconque réunion. Je veux dire, après la prise de la décision? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, pas du tout. Pour rejoindre les camarades ici présents, pour dire que j'insiste sur le fait que chaque organisation est autonome. Et donc, quand tu poses un acte, il faut l'assumer. Voilà, on ne dit pas de dissoudre une organisation ou de faire en sorte que l'organisation n'existe plus, mais c'est de régler un problème. Il y a eu un problème, il faut le régler. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'on généralise et qu'on mette toutes les organisations dans le même panier. Et quand c'est comme ça, on se pose tellement de questions. Voilà, je voudrais aller plus loin même pour dire que, comment on appelle, la responsabilité pénale
individuelle. Voilà. Des individus ont commis des actes. Il faut que ces individus soient jugés individuellement. Voilà. Mais si on veut aller plus loin, l'ensemble de ces individus se reconnaissent qu'en une seule organisation. Voilà. Moi, je n'ai pas de militant de l'AGCI ou de l'OBC qui est en tout cas cité dans cette affaire-là. Il y a un communiqué du procureur qui est sorti, qui est clair et net, qui a des suspects. C'est-à-dire que la musique conservatoire, on la prend très souvent lorsque on ne sait pas où est-ce que les faits sont situés. Ben, je crois que cette affaire-là a été traitée avec une certaine célérité qui m'amène moi-même à me poser d'autres questions. Ben, ce n'est pas le lieu. Voilà. Allez-y, quelles sont ces questions? Bon, ces questions, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les crimes en milieu universitaire ou l'impunité en milieu universitaire n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de plus de 20 ans. Voilà, on peut citer l'affaire Habib Dodo, qui véritablement était encore plus clair même que cette affaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait, on n'a pas de résultats d'enquête. Il y a eu plusieurs autres crimes, comme on appelle, avant cela. Bon, donc, on félicite le nouveau procureur, parce que peut-être que lui n'était pas là pendant cette période-là. Et véritablement, on l'appelle à réouvrir ce dossier-là. Et d'ailleurs, en ce sens, là, je suis même en train de mettre en place un collectif des victimes contre l'impunité en milieu universitaire. Merci. Alors, quand je vous ai demandé s'il y a eu concertation entre le gouvernement et vous avant la prise de décision, vous avez dit non. Après la prise aussi, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de discussion, d'entrevue entre vos différentes organisations et le gouvernement. Est-ce qu'il faut y voir un manque de dialogue entre les autorités et les organes, les structures estudiantines? Est-ce que c'est le cas tout le temps? Bon, dans le contexte, il y a un manque de dialogue. Mais on a parlé tout à l'heure du comité de dialogue permanent. S'il y a l'existence du comité de dialogue permanent, ça veut dire qu'il y a un dialogue entre le ministère de tutelle et les organisations syndicales. C'est un dialogue régulier. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de ce dialogue-là, les solutions à tous les problèmes qu'on pose ne sont pas toujours trouvées, mais au moins il y a un cadre de dialogue qui permet de régler un certain nombre de problèmes. Il a dit tout à l'heure que les acquis substantiels qu'on peut mettre à l'actif de M. le ministre de l'Enseignement supérieur sont liés à ce cadre de dialogue qui crée un cadre de confiance et un climat de paix favorable à l'obtention de résultats positifs. Mais quand on a fonctionné dans ce cadre-là pendant 4 ans, et que M. le ministre de l'Enseignement supérieur a des résultats positifs, et qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis des années, on parvient à avoir une rentrée unique depuis au moins 2 ans. Mais lorsqu'il y a un problème avec les partenaires, on ne les traite pas comme s'il y avait des antécédents ou comme s'il y avait, que c'était un règlement de compte. Non, on aborde le problème en tenant compte des sacrifices et de leur apport dans un passé récent qui nous a permis d'être là. Quand on veut améliorer les choses, on ne crache pas sur les efforts des uns des autres, même quand ils sont fautifs, ou bien qu'on les soupçonne d'être fautifs. Tel qu'on le dit, la mesure conservatoire est généralisée à toutes les organisations, à l'issue de laquelle il n'y a même pas eu, ne serait-ce qu'un cas d'échange pour essayer non seulement de pouvoir situer la mesure conservatoire dans une période bien précise et de pouvoir expliquer aux autres organisations pourquoi est-ce qu'on a dû passer par là de façon précipitée. C'est que ça montre un peu que le gouvernement, à travers les 5 ministères qui signent l'arrêté, ne croit pas trop en ce que le procureur de la République dit. Puisque le procureur de la République est clair, les trucs sont clairs, des gens sont nommément cités, des organisations sont tacitement impliquées dans le truc. Donc, on se focalise. Les enquêtes continuent. Il faut attendre que les enquêtes donnent les conclusions des voilà, il y a des pistes qui sont là. Mais ceux qui ne sont pas encore cités là, mais on les laisse exercer librement. C'est comme si on arrive au marché, et puis il y a plusieurs commerçants, et puis un commerçant qui a l'habitude de se bagarrer avec ses clients, il taillade un client, et puis on ferme tout le marché parce qu'un commerçant a tailladé un client. Et on dit à titre conservatoire, et puis on est dans le flou, c'est pas situé dans le temps. Ou bien c'est parce que là-bas, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pas générateur de revenus en termes de finances,
en termes de liquidité. Vous voulez dire quoi concrètement? Non, ça aurait été dans un marché, ça aurait été dans le milieu du transport. C'est des choses qui arrivent, mais on ne ferme pas les syndicats et le milieu du transport de façon générale et sans orientation précise. On vous a bien compris, il y a Djamé qui veut réagir. À la question de savoir pourquoi, est-ce que le gouvernement nous a concerté avant de prendre la mesure ou après avoir pris la mesure conservatoire? Peut-être avant de prendre, je me dis que bon, le ministère de l'Enseignement supérieur aurait dû le faire. Mais il ne faut pas oublier que cette décision ne concerne pas que le ministère de l'Enseignement supérieur. Le cadre de dialogue permanent est un cadre entre nous, les organisations à caractère syndical ou toutes les organisations associatives et le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais là, nous sommes dans un cas où c'est l'État. Parce qu'il y a au moins 5 ministères qui ont signé cet arrêté-là. Donc, si le ministère, après avoir signé avec ses collègues ministres, nous reçoit, c'est comme si le gouvernement disait une chose et son contraire. Mais le hic, c'est que, bon, d'accord, on est il y a la mesure conservatoire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui se pose dans le système éducatif ivoirien, voilà, qui pose le problème? C'est-à-dire que chaque étudiant se lève pour aller poser le problème. Donc, vous voyez que ça nous amène à l'anarcho-syndicalisme. Donc, véritablement, c'est à revoir. Bon, comme ils ont dit que c'est une mesure conservatoire, je pense qu'à la suite des enquêtes ou bien à l'avancée des enquêtes, cette mesure sera levée. Et donc, on espère que ça sera bien le cas et que ça ne va pas nous amener à une dissolution collective de toutes les organisations. Est-ce que... je voulais rebondir un peu sur ce dont parlait le camarade Diaby ici. J'ai voulu lui dire que le ministère de l'Enseignement supérieur a signé la décision. Ensuite, le ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement n'avait pas encore pris cette résolution d'empêcher pratiquement toutes les organisations. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Intérieur. Donc déjà, c'est eux qui ont emboîté le pas. Donc du coup, il fallait qu'il y ait une rencontre avec toutes les organisations déjà pour nous donner l'information. Cela n'a pas été fait. Et donc, moi, je comprends par là que le ministère de l'Enseignement supérieur ne nous juge pas en fonction d'une organisation. Et donc, on gagnerait mieux à travailler ensemble. Parce que si nous travaillons ensemble, on n'allait pas se retrouver là. C'est-à-dire que le gouvernement nous met tous dans la même boîte. Parce que quand une organisation pose un pas et qu'on généralise, ça veut dire que le gouvernement, l'État, bon, pas l'État, mais le ministère de l'Enseignement supérieur ne tient pas compte d'une seule organisation. Parce que ce que vous dites aussi, c'est quand même vrai, parce qu'on a l'habitude d'entendre que toutes les organisations syndicales estudiantines sont imbibées dans la violence. Est-ce qu'on entend un peu partout? Peut-être que c'est ce qui a un peu poussé le gouvernement à prendre une telle mesure. À ce niveau, ce que je voudrais dire, vous savez, la violence même est innée en l'homme. Donc, je ne pense pas que suspendre, comme il a dit tout à l'heure, suspendre ou dissoudre toutes les organisations syndicales puisse être véritablement un frein à la violence. Il faut plutôt chercher les causes profondes de la violence. Il faut plutôt ne résout pas, on ne peut pas ramener l'ordre au sein des universités. Oh, bon, cette mesure a été prise, mais ça ne peut pas garantir la sécurité. Je pense que malgré la poudrière qui se trouve à l'université, je crois avant-hier, nous avons découvert un corps. Donc, vous voyez que le problème n'est pas forcément... Les organisations, leur but et objectif, c'est de militer pour assurer des conditions de vie et d'études meilleures à leurs camarades syndiqués. Ça, c'est l'objectif d'un syndicat. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, tant que nous faisons ce travail-là, je pense qu'il n'y a pas lieu de nous dissoudre ou de nous suspendre. Voilà. Je pense que le problème, c'est que l'État puisse prendre ses responsabilités pour extirper la violence du monde universitaire afin d'avoir des syndicats responsables. Parce que même si on suspend les syndicats et qu'on n'a pas trouvé véritablement la cause véritable de ces violences-là, il y aura toujours des violences. Voilà, parce que qu'il y ait syndicat ou pas, les syndicats, ce sont des entités morales. Voilà, c'est les individus qui en arrivent à là. Voilà, donc... alors, vous savez aussi que nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Comment est-ce que vous analysez le contexte sociopolitique de cette décision? Est-ce que vous y voyez une volonté de certains politiques de contrôler les associations syndicales estudiantines?
Merci beaucoup, Monsieur Khalil. Je pense que comment est-ce qu'on arrive à contrôler les organisations syndicales si on les dissout? Je pense que si l'objectif c'est de contrôler la masse... Si on vous dissout, vous ne parlez plus, voilà. Vous ne revendiquez plus, vous êtes dans le silence, vous êtes inactif. D'accord. Je vais vous dire que ce n'est pas une manière aussi de vous contrôler? Il a essayé de brosser un fait. Ce n'est pas le fait que l'organisation n'existe plus qui fait qu'il y aura violence ou il n'y aura pas violence. Si par exemple, les organisations n'existent plus, le BCI n'existe plus, et puis les étudiants savent qu'il y a un décret qui est sorti en 2023 qui dit qu'on doit payer les bourses de façon trimestrielle. Et puis, il finit l'année, il n'a pas encore perçu sa bourse. Mais c'est un problème qui touche collectivement tous les étudiants boursiers. La réaction sera spontanée et naturelle. Il n'y en a pas besoin de quoi. Le BCI peuvent se lever le matin eux tous. Et puis le BCI, même toutes les organisations naissent pratiquement de là. Le BCI est né du fait qu'on ne payait pas les bourses. Un matin, on s'est appelé, on est arrivé. Et c'est de là que l'idée de créer une organisation pour revendiquer est née. Donc c'est après, on a commencé à atteindre nos résultats avant que le BCI nous a formés de façon formelle. Et c'est comme ça toutes les organisations. À l'issue d'une frustration, qu'on met en place une communauté d'individus. Donc, tant qu'il existera des frustrations, les communautés d'individus vont toujours renaître. Qu'on les appelle AGC, qu'on les appelle ceux-ci, qu'on les appelle FECI, il faut soigner la fièvre, comme le disait l'autre, plutôt que de casser le thermomètre. Le thermomètre ici, ce sont les organisations estudiantines qui permettent de quantifier la température sur les espaces universitaires. Si on les dissout, rien ne dit que... Mais ce sont les mêmes individus qui sont dans la nature, ils ont leur contact, ils peuvent s'appeler. Si demain ça ne va pas, on peut soulever des mouvements. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut régler le problème à la base. Pour nous, un citoyen impliqué dans un cas de meurtre, on mène des enquêtes. Si sa responsabilité est clairement établie, on l'attrape, on l'enferme. Ça donne des conseils à l'autre qui a des volontés, mais qui a des tentations de passer par là. Sinon, la séquence collective ne va qu'envenimer la situation parce que ça va créer des frustrations. D'accord, après Djabi. D'accord, comme en entrée de jeu, hein, il disait que la question de suspension est liée à plusieurs facteurs, c'est-à-dire politiques, sociaux. Justement, là, c'est le facteur politique sur lequel je voudrais que vous puissiez vous prononcer. Est-ce que vous y voyez une tentative de contrôler les associations syndicales comme le pensent certaines personnes? Oui, effectivement, c'est pour répondre à cette question que je disais que cela se situe sur plusieurs aspects, c'est-à-dire économiques, politiques et sociaux. Donc moi, je préfère m'arrêter sur la question sociale. Voilà, du fait qu'il y a eu des troubles à l'ordre public. La question sociale, vous l'avez déjà évoquée. Oui, là, je voulais vous entendre sur le volet politique. Moi, je ne pense pas, parce que j'estime que c'est la question sociale qui nous retrouve, qui nous réunit ici présents. Voilà, puisqu'il y a eu troubles à l'ordre public, il y a eu des violences, il y a eu des destructions et on se retrouve ici. Donc la question politique, ça, je ne saurais donner mon avis là-dessus. C'est des rapprochements qui sont faits. Ok, moi je vais... Djabi, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur cette question? Oui, je peux me prononcer sur... Parce qu'il y a certains qui pensent qu'il y a une tentative de contrôler... Je peux faire une analyse politique, mais pas une analyse politicienne. Allez-y, on voilà, vous écoute. Parce qu'en tant qu'organisation syndicale, nous ne faisons pas de la politique politicienne. L'analyse politique que je peux faire, nous savons tous qu'à l'orée des élections présidentielles chaque année, les étudiants se listent fortement, soit de manière positive, soit de manière négative. Alors, si à un an des élections, il y a beaucoup de violence à aller à plusieurs meurtres, je pense que l'État qui est en charge de la sécurité des biens et des personnes se pose des questions. Et se sent obligé de prendre des mesures. C'est ce qui est juste. Parce que c'est pour ça que l'État est payé avec notre argent, nous les contribuables. Donc l'État doit prendre des mesures pour essayer de prévenir un certain nombre de dangers. Voilà. Nous pensons que l'État n'utilise pas la bonne méthode. C'est ce que nous pensons. Sinon, l'État a clairement raison de prendre parce qu'un meurtre, deux, etc. Bon, l'État ne fait rien. On ne va pas attendre d'arriver à 10 avant de prendre des responsabilités. Mais je veux dire que
pour que ça en arrive là, si hier l'État avait anticipé, sur une chaîne de TD, j'ai parlé, certains ont trouvé que j'étais allé trop fort en accusant l'État du Côte d'Ivoire. Par exemple, nous, militants de l'AGSI, on a été souvent victimes de violences, on a porté des plaintes, mais quand tu t'envoies et puis le commissaire te dit « Ah, cela on ne peut rien contre eux. Hein. » Si on le met en prison matin, le soir lui-même il vient te narguer. C'est-à-dire quand lui le transfert au parquet, on le libère là, le soir il vient narguer le commissaire lui-même. Donc le gars il se sent tout puissant, donc il peut tout se permettre. Donc pour dire que véritablement mon analyse politique c'est ça. L'État pense qu'il faut prendre des mesures pour éviter quelque chose demain. Maintenant s'il y a de la politique dedans moi, sincèrement... Souvent certains aussi vous accusent d'être des instruments des hommes politiques. Ah bon? Ah bon, oui. Ça se... Est-ce que c'est faux? C'est vrai? Non, mais c'est vrai. À ce niveau-là, on ne va pas venir dire que... Puisque il y a des... En 99, lorsque le pouvoir du président Arikona Bédi a été renversé, des acteurs du syndicalisme étudiantin ont dit qu'ils ont atteint leurs objectifs. Quand tu prends un credo qui dit qu'il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable, ça veut dire qu'il faut partir d'abord établir la démocratie avant d'avoir l'école nouvelle. Est-ce que tu vois un peu? Mais qui va établir la démocratie? Ce sont les partis politiques ou bien ce sont les syndicats qui vont établir la démocratie? Donc, à ce niveau-là, il faut dire que déjà, il y a des organisations qui prêtent le flanc, des leaders prêtent le flanc. Et puis, dans les années passées, on a vu un peu le contexte dans lequel le syndicalisme se faisait, l'accointance entre des mouvements syndicaux et puis des partis politiques, des leaders syndicaux et des leaders politiques. Et on a vu aussi la sortie de tous les leaders syndicaux d'envergure que le syndicalisme étudiantin a connu. On a vu que vers la sortie, c'était toujours dans un certain nombre de partis auxquels ils étaient affiliés. C'est tout cela qui a fait que il y a eu, c'est-à-dire que cette manière de cataloguer. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a un nouveau type de leadership. Et le leadership actuel, le leadership étudiantin actuel, il est différent du leadership étudiantin passé. Aujourd'hui, vous voyez que même les leaders étudiantins actuels n'ont pas la même envergure que les leaders passés. C'est même plus le même rapport, même avec l'administration, les choses ont changé. Donc, il faut leur permettre de... C'est ce que je le dis à tout moment, il faut permettre à chacun de commettre ses erreurs et de le juger en fonction de ses erreurs lorsque sa responsabilité est établie. Bon. Sinon, la sentence collective, moi, ça me pose problème. D'accord. À ce niveau, il disait tout à l'heure qu'il ne faut pas, on va se voiler la face, que toutes les organisations sont manipulées, sont instrumentalisées. Non, je n'ai pas dit toutes les organisations sont instrumentalisées. Il y a eu dans l'histoire de la leadership étudiantin, il y a eu des moments où, de façon claire, au vu au su de toute la communauté, des organisations, peut-être que c'est en ce moment qu'il y a des organisations qui ont eu des rapports très étroits avec des partis politiques. Oui. Des leaders syndicaux étaient affiliés carrément à des leaders politiques. Okay. Donc ça fait qu'il y a eu un esprit de dire que c'est la politique qui les dirige. Il a eu aussi à dire qu'il y a des leaders aussi, quand ils sortaient directement, ils partaient dans des partis politiques. Bon, moi je ne vois pas de mal en cela. Je ne vois pas de mal à ce que M. Roger ait un parti politique. Je ne vois pas de mal à ce que M. Kanga ait un parti politique ou moi j'ai un parti politique. Mais il ne faudrait pas que l'influence de mon parti politique se ressente dans l'organisation. Malheureusement, c'est... Voilà. Il ne faudrait pas que ça se ressente dans l'organisation. Sinon, en tant que citoyen, avant d'être syndicaliste, je suis un citoyen, j'ai droit à un parti politique. Votre organisation est affiliée à un parti politique? Non, je dis que l'organisation ne doit pas être affiliée à un parti politique. Mais l'individu, le citoyen, il peut être affilié à un parti politique. Voilà, mais ça ne doit pas avoir de l'influence. Chez nous, à l'AGSI, chez nous, à l'AGSI, on dit, je ne te demande ni ta religion, ni ta région, ni ta couleur de peau. Je te demande quel est ton problème. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il arrive souvent que vous soyez approché par des hommes politiques? On peut être associé à des événements politiques en rapport avec notre milieu. Par exemple, si le RHDP veut faire son programme de gouvernement par rapport aux élections de 2025, nous approche en tant qu'organisation, comment on appelle, estudiantine. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire si jamais on veut... Voilà. Nous, en tant que syndicat, c'est notre devoir de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et je pense que dans d'autres pays, ça s'est fait.
Bon, je ne sais pas si encore, mais dans d'autres pays, avant les élections, on touche ça couche et puis bon. D'accord, il y a Kama qui veut... Oui, moi particulièrement, je dirais que mon organisation, l'UMES, est approchée certainement par le ministère de tutelle, mais de façon positive, étant donné que ma vision ou l'intérêt de l'existence de mon organisation, c'est de lutter pour les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et donc, on m'utilise dans ce sens d'envoyer les problèmes, c'est-à-dire de recenser les problèmes qui minent l'enseignement supérieur et à travers des courriers et tout. Et le ministère se charge de les régler. D'accord. Alors, monsieur, est-ce que cette mesure qui a été prise, ça ne reflète pas l'échec des associations syndicales étudiantines dans l'exercice de leur mission première, qui est la défense des intérêts des étudiants? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez échoué, que c'est parce que vous avez échoué dans votre mission, dans votre combat, que cette décision a été prise? Merci beaucoup, M. Khalil. Vous savez, moi, je suis très universitaire dans mes prises de position, dans mes prises de parole. Si nous sommes en arrivé là, c'est que quelque part, il y a eu une faille. Et vous avez échoué? Échoué, quand vous dites que vous avez échoué, c'est comme si sur toute la ligne, il y avait des échecs. Mais il y a eu des failles, il y a eu beaucoup de faiblesses. Et pour attaquer un système, bien pour attaquer une entité, on s'appuie toujours sur ses faiblesses. Parce que nul ne va s'appuyer sur les qualités d'une entité pour s'attaquer à elle. On s'appuie toujours sur les faiblesses. L'une des faiblesses du monde du leadership estudiantin, c'est la division. C'est la division. Et c'est en ce moment que les questions d'acquaintance politique, d'intérêt, puisque si un leader, par exemple, il a des réseaux annexes ou bien extérieurs, d'où il tire un certain nombre de dispositions qu'il doit pouvoir mettre en pratique pour atteindre des objectifs X. Quand il arrive, si l'autre vient aussi d'un point A ou bien d'un point B avec deux dispositions, si la disposition se rencontre et qu'ils s'entrechoquent, forcément, il y aura les conflits. Donc, ce sont les conflits perpétuels entre d'abord, les organisations ne commencent pas par mille. Les organisations commencent d'abord une organisation. L'éclatement au sein de l'organisation crée une deuxième organisation. Les éclatements créent une troisième organisation. Et l'incapacité de ces organisations à pouvoir regarder les problèmes véritables de l'école et de s'associer autour de ces problèmes et de vouloir, c'est-à-dire que c'est le territorialisme des différentes organisations qui a causé tout ça aujourd'hui. Les gens, ils ont la maîtrise du terrain. Ils veulent montrer qu'ils ont la maîtrise du terrain. Le truc, c'est la course au changement ou bien c'est la course au pouvoir. Mais aujourd'hui, dans le leadership estudiantin, de génération en génération, les gens ont privilégié la course au pouvoir que la course au changement. Et quand il y a la course au pouvoir, ça crée toujours des frictions et on arrive toujours dans les extrêmes. Voici, à cela, moi je peux dire qu'il y a eu évidemment beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la gestion, au niveau de la poursuite des objectifs premiers de nos organisations. Bon. Vous voulez réagir, Djabi? Oui, bien évidemment. Vous avez demandé, est-ce que ce n'est pas un échec? Vous n'avez pas l'impression que vous avez échoué? Voilà, si aujourd'hui on en arrive à là où le gouvernement prend une mesure pour dire que les organisations sont suspendues, ça peut être considéré comme un échec. Voilà, selon l'analyse du gouvernement. Voilà, le gouvernement. Selon vous, votre analyse, c'est ce qui nous intéresse. J'en viens. Donc pour dire que moi, en tant qu'AGC, je sais que, en tout cas depuis notre création, nous avons posé des problèmes. On a posé des problèmes. Notamment dans nos règlements intérieurs, dans nos statuts règlements intérieurs, c'est-à-dire que dans nos objectifs, il y a un point qui est la lutte contre l'impunité en milieu éducatif, notamment en milieu universitaire. Voilà. Nous nous sommes donné ça. Nous nous sommes donné, en tout cas, ça comme objectif. Et en ce sens, nous avons mené beaucoup de démarches. Nous avons mené beaucoup de démarches, que ce soit avec les organisations internationales, que ce soit par les courriers, que ce soit par les déclarations, les preuves sont là. Voilà, on a même porté des plaintes et tout. Et donc, si depuis 2004, à la création de l'AGC,
jusqu'à aujourd'hui, l'impunité encore règne, comme on appelle dans le milieu universitaire. Moi, je peux dire que c'est peut-être un échec pour l'AGESI. L'AGESI n'a pas pu atteindre cet objectif-là. Mais ce n'est pas par faute d'essayer. Ce n'est pas par faute d'essayer. Nous avons essayé, nous continuons d'essayer. Une organisation à caractère syndical a pour vocation de poser le problème. Nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes, nous sommes là pour les poser. Mais quand les problèmes sont posés, qui doit les résoudre? Question. Kanga? Bon, moi, en ce qui me concerne, je ne dirais pas que c'est un échec. Parce que la suspension ne veut pas dire forcément que c'est un échec. Voilà, c'est suite à une action négative de la part de certains de nos camarades, ou bien certaines organisations sœurs qu'on se retrouve là. Voilà, parce que nous, on a toujours prôné le dialogue. Et à travers le dialogue, nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministère qui, à travers nos points de revendication, les problèmes sont réglés et tout. Donc, on ne dira pas que c'est un échec à ce niveau. Voilà, puisqu'il y a plusieurs organisations. Donc, on ne va pas injecter l'erreur d'une organisation sur l'ensemble de l'organisation. Donc, pour moi, ce n'est pas un échec. D'accord. Alors, monsieur, on va parler un peu des conséquences, voir un peu ce que cette mesure entraîne dans vos différentes organisations comme conséquence, comme impact. Alors, Roger, quel est l'impact immédiat que cette mesure entraîne ou a entraîné au sein de votre organisation? D'abord, c'est l'arrêt systématique de nos activités qui va forcément créer la désorientation des membres. Voilà, les membres seront désorientés. Apparemment, c'est l'un des objectifs de la décision. De sorte que si tu ne maîtrises plus tes membres, jusqu'à ce qu'on puisse lever la suspension ou bien l'interdiction, que tu te reconstitues, ce serait compliqué. En ce moment, des objectifs pas tacitement déclinés, peut-être ont été atteints, mais déjà l'arrêt systématique, la désorientation de nos membres. Et aujourd'hui, il y avait des points de revendication, voilà, sur lesquels le BCI, au sein d'une plateforme qu'on a nommée la Ligue, voilà, des points de revendication sur lesquels il y avait des échanges permanents avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y avait des avancées notables qui devaient aboutir évidemment à des changements assez importants. Mais tout ça s'est arrêté aujourd'hui. Donc ça, ce sont les conséquences de façon immédiate. Mais sur mon organisation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences sur les étudiants aussi. Puisque les conséquences sur nos organisations vont se répercuter aussi sur les étudiants. C'est à quel niveau pour les étudiants? Mais au niveau des étudiants, d'abord, les étudiants n'auront plus de référents capables de poser, de faire porter leurs préoccupations les plus légitimes, leurs préoccupations et les aspirations les plus légitimes, ça fait un. Et puis, cette situation va favoriser une atmosphère de stupeur dans la classe des étudiants parce que désormais, ils se disent, bon, on est livré à nous-mêmes, qui nous défend? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand il y a une atmosphère de stupeur qui se propage dans le milieu estudiantin, mais il va sans dire que seront sur le qui-vive. Les étudiants seront, la communauté estudiantine sera sur le qui-vive. Or, quand on est sur le qui-vive, plus on est sur le qui-vive, mais l'adrénaline monte, donc la tension monte. Les étudiants seront constamment sous tension, donc ils seront dans un état psychologique qui ne sera pas favorable pour un climat de paix. Parce que là, en ce moment, il suffit d'une petite étincelle et tout va dans tous les sens parce qu'on n'arrive plus à les maîtriser, on n'arrive plus à savoir qui gère quoi. Et ce qu'on voulait éviter, on a fait le nid. Ok. D'accord. Moi, à mon niveau, les conséquences vont partir peut-être de l'importance qu'avaient les organisations, ou bien encore les organisations au sein des universités. Vous savez, il y a une perte d'influence des organisations? Non, ça dépend. Ça peut même renforcer l'influence de certaines organisations. Voilà, parce que comme le disait un philosophe, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de représentants des organisations, des étudiants, bon, chose même qui est difficile, quasi impossible, que les étudiants n'aient pas d'interlocuteurs, ça va permettre, la gestion même des universités sera un peu compliquée pour l'État du Côte d'Ivoire. Par exemple, c'est nous, les organisations qui sommes au contact des étudiants, qui touchons du doigt certains problèmes que l'État ne voit pas.
Voilà, c'est nous qui sommes, nous sommes une vraie force de proposition pour l'État. C'est nous qui énumérons ces problèmes, les envoyons au niveau de l'État, suivi des propositions que l'État prend souvent pour faire des réformes. Voilà. Le ministre Diawara a aujourd'hui fait beaucoup de réformes, mais ces réformes-là sont parties souvent des constats faits par les organisations estudiantines. Imaginez que chaque étudiant qui a son problème veuille se rendre au ministère, comme on appelle, pour expliquer son problème. Vous voyez que le ministre ne pourra même pas se charger de construire des universités comme ça s'est fait aujourd'hui. Voilà, donc pour dire que les syndicats sont véritablement une force de proposition pour l'État de Côte d'Ivoire. Le deuxième point, c'est que, comme il a dit, il y a la désorientation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le milieu estudiantin ne peut pas vivre sans représentant. Donc, qu'est-ce que ça va créer? C'est ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. Qui est quoi? Le syndicat anarchique. C'est-à-dire que chacun, quand il y a un problème, il se lève, il fait ce qu'il veut, puis après, bon. Alors que souvent, quand le ministère même veut faire passer des informations, quand c'est par ces organisations-là, ça va vite. Voilà, on a déjà nos canaux, on sait comment, voilà, dans un garbadrome, on peut donner l'information rapidement à la pause, mais le ministre ne va pas venir s'asseoir avec nous à la pause pour venir expliquer, ah bon, voilà ce que j'ai fait. Donc, il y a tellement de conséquences. D'accord. Quand on veut réagir. Ouais, pour finir, je serai bref. Moi, je dirais que, comme effet immédiat, il y a la paralysie de nos activités. Il y a la démotivation de nos militants. Ensuite, la communication entre les autorités universitaires et les étudiants devient difficile. Et donc, à ce niveau, on a besoin qu'il y ait des organisations étudiantines. Donc, nous avons nos places dans le système. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter à cela, j'insiste, ce n'est pas le fait de suspendre ou bien de supprimer les organisations qui est le problème. Que l'État puisse trouver des mécanismes. L'État de Côte d'Ivoire en a les moyens, en a les compétences. On a des ministres très compétents. On a un président de la République qui est une référence, je veux dire, dans la sous-région. Je pense que le gouvernement doit véritablement tabler sur la question de la violence en milieu universitaire. Si ce problème-là est résolu, je pense qu'on va avoir des organisations responsables. Quand vous dites que le gouvernement doit tabler sur cette question des violences, comment le gouvernement peut régler selon vous? Est-ce que ça, c'est pas déjà une solution? Le fait de ça, c'est déplacer le problème. D'accord. C'est déplacer le problème. Est-ce que vous craignez une dissolution, sinon une suspension définitive de vos différentes organisations? Est-ce que ce n'est pas un prélude à cette dissolution, à cette suppression définitive? Merci beaucoup, M. Khalid. Avant de vous répondre, je vais dire que... On va aller rapidement. Oui, je vais dire qu'au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure, des conséquences, par exemple, au niveau des étudiants boursiers, s'il y a une décision, par exemple, qui peut les fâcher, c'est plus facile pour eux de l'accepter quand ça vient d'un leader estudiantin comme Roger Kofi ou bien de Momo ou bien de National Zindo, parce que c'est ceux qui doivent nous défendre là, eux-mêmes disent c'est bon, donc on n'a qu'à faire avec. Mais quand ça vient directement de l'autorité, même quand c'est bon, ils ont toujours... Ils se méfient. Ils se méfient. Donc c'est que ça peut créer un effet boomerang sur l'administration. Ça, c'était pour apporter cette précision. Maintenant, concernant la dissolution, moi, il a dit tout à l'heure, quand la cause est générale et qu'elle touche tout le monde et qu'elle est pertinente, la mobilisation, elle est spontanée et naturelle. La réaction va se faire promptement. Aujourd'hui, là, on peut interdire le BCI, on ne peut pas interdire le syndicalisme. Parce que le syndicalisme ou bien la liberté d'association est un droit constitutionnel. On ne peut pas l'interdire. On peut interdire le BCI, mais le BCI va renaître sous d'autres formes. Et ça, c'est un droit pour les générations actuelles, les générations à venir. Donc, comme il a dit tout à l'heure, ça ne règle pas le problème. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que si on dissout toutes les organisations estudiantines, on peut confier la défense des droits des étudiants aux délégués? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Quel est le statut juridique que les délégués ont? Un délégué, c'est juste un représentant de l'administration. C'est-à-dire qui est là pour... Quand l'enseignant est là, il doit aller chercher le marqueur, il doit venir effacer les tableaux, quand il y a des cours, il doit les programmer. Sa place, c'est un amphi. Lui, sa place, c'est un amphi. Le délégué, sa place, c'est un amphi. Sa place, c'est un amphi. Vous voyez que notre place,
c'est dans le milieu, voilà, dans le milieu universitaire. Dans le milieu Mais universitaire. l'amphi aussi, c'est dans le milieu universitaire. Non, parce que le problème, c'est quoi? Moi, par exemple, si je vois des étudiants en train de dégrader notre environnement, j'ai quand même cette valeur juridique là, il a dit, ah bon, on ne fait pas ça, on les sensibilise. Mais le délégué là, même de la rue, quand il a fini de... Voilà, c'est pas pour dire que le travail des délégués, nous tous, on est soumis à des délégués. Le délégué fait un travail colossal, mais ce travail-là n'est pas véritablement pour eux. Ce n'est pas psychologique. S'ils n'ont pas, voilà. Donc pour dire que pour ceux qui parlent de la dissolution, qui disent que moi je pense que le gouvernement de Côte d'Ivoire est assez responsable pour ne pas prendre une telle décision. Voilà pourquoi ils ont dit, ils pouvaient dire comme dans d'autres pays, bon, on dissout directement, mais ils ont pris une mesure conservatoire. Donc je pense que, je crois en la justice, je crois en nos autorités. Je pense qu'après ces enquêtes-là qui vont aller vite, voilà, la mesure sera levée. Et j'exhorte aussi les organisations syndicales à plus de responsabilités. Voilà. Donc je pense que la mesure de dissolution Alors, voilà. D'accord, pour terminer, Kanga. Bon, moi je dirais que je ne pense pas que la Constitution ivoirienne mentionne la suspension des organisations. C'est plutôt, j'allais dire, une décision exceptionnelle qu'on donne au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Enseignement supérieur, à ce ministre, de prendre des arrêtés pour limiter, à un moment donné, j'allais dire, la liberté des organisations. Voilà. Mais à côté de ça, nous avons quand même un droit fondamental, et le droit d'association, donc ça sera vraiment difficile qu'on suspende carrément une association. Donc voilà, à mon niveau, je ne pense pas, mais on suit toujours l'enquête. Et on souhaiterait que l'enquête vraiment puisse aboutir très tôt, sinon que le plus tôt possible, afin que nos activités puissent se reprendre. D'accord. Alors, messieurs, merci à tous les trois d'être venus, d'avoir accepté de venir vous prononcer sur cette question d'interdiction à titre conservatoire de vos différentes activités. Kwame Kofi Roger, président de la Chambre nationale des associations et mouvements étudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire, président de l'Organisation des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été des nôtres. Erzan Kanga Marcel, secrétaire général national de l'UMES, qui est l'Union des mouvements étudiantins scolaires de Côte d'Ivoire. Merci également d'avoir été parmi nous. Doumbia Djabi Mohamed Lamine, secrétaire général national de l'AGC, qui est l'Association générale des étudiants, des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois d'être venus vous prononcer sur cette question qui vous touche directement. On connaît vos différentes positions. On espère que vous serez entendus par nos autorités. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.